Bonsoir les amis, Parfait. nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et ce soir j'ai vraiment l'honneur de recevoir un grand monsieur, un médecin, monsieur Jean-Jacques Herbstein. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Jean-Jacques, parce que vous avez défrayé la chronique le 11 À avril. mon corps défendant, oh là là, à mon corps défendant, comme vous saviez. Bah écoutez, je suis médecin généraliste dans un centre de santé en Moselle, euh, à la Moselle, qui est le deuxième département qui a eu malheureusement le plus haut niveau de mortalité lié à la, au Covid. On a pris la vague en pleine face. Et alors j'ai défrayé la chronique avec un bon copain qui est Denis Gastaldi. On est à 20 km l'un de l'autre, on se connaît bien. Bon, voilà. Et par un moment, on s'est quand même posé une question un petit peu compliquée, c'est qu'on voyait mourir nos patients, parce que j'en ai perdu 10 en l'espace de 15 jours, et puis des gens que j'aimais bien, des gens qui n'avaient pas aucune raison de mourir aussi vite, si on ne pouvait pas essayer de réfléchir à quelque chose, et je dis bien réfléchir, contrairement à ce qu'on a dit, qu'on avait fait ça au doigt mouillé, vous savez, on lance un dé et trouve une solution. On est resté très longtemps sur les publications sur PubMed, pour essayer de comprendre la physiopathologie. Alors, ce qui était très bien, c'est qu'on était tous au même niveau. C'est-à-dire que vous soyez généraliste ou hyper spécialiste, les niveaux de connaissance étaient exactement les mêmes. On lisait les mêmes revues, on avait la connaissance médicale progressée pour tout le monde de la même manière. Là, on a vu, bon, on a compris l'orage cytokinique, on a compris les mouvements, enfin les troubles thromboemboliques dont on commençait à parler à l'époque, la réaction immunoallergique. Et puis, on avait à notre disposition un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, moi, que je connais bien, que je manie beaucoup, parce que dans mon centre de santé, je soigne beaucoup de mineurs de charbon qui sont à la retraite, donc vous savez, qui ont des poumons complètement encrassés de silice, donc des BPCO, des bronchites chroniques. Et il y a une recommandation du SPILF, qui est le syndicat de pathologie infectieuse de langue française, qui dit qu'on peut mettre de l'azithromycine au long cours pour les gens qui ont des BPCO, de manière à éviter les surinfections, parce que cet antibiotique a trois actions. C'est un antibiotique, c'est la famille des macrolides, mais il est aussi anti-inflammatoire pulmonaire, et surtout, il a une action qu'on ne comprend pas bien, mais il est antiviral. Donc, pour éviter les surinfections, c'est pas mal. Et d'autre part, c'est un traitement qui est aussi donné au long cours chez les mucoviscidoses. Donc, ça existe. On sait, et pour la même raison. Donc, on s'est dit, tiens, why not? Pourquoi l'azithromycine? Alors, d'autant que, alors, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de Pâques, on n'avait qu'un seul mot en bouche, c'est l'hydroxychloroquine, l'hydroxychloroquine, l'hydroxychloroquine. Et on avait même l'impression qu'il n'y avait pas d'alternative. Enfin, la seule alternative, c'était ne rien faire ou prendre l'hydroxychloroquine. Et ça nous a un peu agacé parce qu'on commençait à avoir une sérieuse expérience avec l'azithromycine qu'on prescrivait aux patients ayant des suspicions quand même de pneumonie, avec des grosses dyspnées, des gens avec des facteurs de risque, des grosses comorbidités, donc des types qui normalement auraient dû filer droit en réa. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on leur prescrivait ça, au bout de 48 heures, les types pour appeler en disant écoutez, il n'y a plus rien, tout va bien. Il y a même des gens qui m'ont dit vous êtes sûr que c'est le Covid parce que alors qu'on me dit que ça doit durer, ça doit traîner, machin. En 48 heures, il n'y avait plus aucun problème. Et là, la question s'est posée de manière un peu éthique. Quand vous avez une information comme celle-ci, alors que tout le monde dit que c'est la chloroquine, et que nous, on se rend compte que la chloroquine, on n'en a jamais prescrit. Bon, peut-être, mais au moins, nous, concrètement, avec l'azithromycine, on a des résultats plutôt encourageants, avec toute la prudence qu'il faut y mettre. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on garde ça pour soi, et c'est pas très éthique, soit on essaie de partager avec les confrères. Alors, je vous rappelle que c'était le grand week-end de Pâques, il y avait une urgence parce que les gens tombaient comme des mouches. Alors, est-ce que vous croyez qu'une grande revue médicale pouvait nous ouvrir ses portes, ses colonnes, en disant ah, au fait, on est deux généralistes, on vient de trouver quelque chose. Donc la seule solution qui s'est ouverte à nous, c'est la presse régionale locale. On se connaissait un journaliste, je lui en ai parlé. Il m'a dit écoute, est-ce que tu veux qu'on en parle, voilà, de faire une interview. Et là, j'ai demandé l'avis de mon collègue, qui dit pas de problème, on y va. Et on a fait cette interview. Mais c'est une interview qui est excessivement prudente. On ne dit jamais, comme professeur Raoult, on n'a jamais dit fin du game. On a été très prudent, on dit qu'on constatait, c'était purement observationnel, qu'on avait des bons résultats avec l'azithromycine et qu'on soignait les symptômes avec 2-3 autres médicaments qui nous paraissaient cohérents, et notamment on mettait une héparine à visée préventive parce qu'il y avait tous ces problèmes thromboemboliques. Le journaliste a été très fidèle à nos propos,
mais très fidèle, en disant: «On attend des études, on veut des études, il faut confirmer maintenant par des études contrôlées». Bah, le problème, c'est que ça a été repris par le Parisien et ça a fait, c'est-à-dire que ça a été repris par toutes les agences de presse et c'est devenu: «Ils ont trouvé le traitement du Covid». Alors nous, après, on a rétropédalé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a reçu un premier coup de fil du Conseil de l'ordre, en disant que c'était pas bien. Alors on s'est expliqué. Le président du conseil départemental de Moselle a été très compréhensif. C'est-à-dire qu'il nous a écoutés. Il a dit: «Écoutez, je comprends très bien, mais arrêtez maintenant toute communication parce qu'on reçoit des tas de coups de fil de confrères qui vous dénoncent, parce qu'on fait de la pub». Alors comme j'ai dit précédemment, je suis salarié d'un centre de santé. Denis Gastaldi a une énorme clientèle, il s'en fiche aussi de faire de la pub, lui, ça tourne tout seul, hein. Donc on a aussi, quand même, obéi à l'ordre, c'est-à-dire qu'on a arrêté toute com. Le mardi matin, quand je suis arrivé à mon cabinet, ma secrétaire m'a dit: «Maintenant, vous m'expliquez ce qui se passe. Il y a CNews, BFM, Canal+, Europe 1», enfin bref, tout le monde a appelé pour avoir des interviews et on a dit non à tout le monde. On a dit: «Non, on ne communique absolument pas, là-dessus» et après les choses ont suivi leur cours. Mais ce qui a été terrible, c'est que je suis très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. J'ai partagé sur Twitter cet article. Alors, naïvement, je pensais pas qu'on allait me mettre porté au nu, mais au moins que les confrères allaient nous voir, comme ce qu'on a reçu comme coup de téléphone aussi. Ah, très bien, pas mal, pourquoi pas, expliquez-nous pourquoi, quels sont vos résultats. Bah, ça n'a pas été ça du tout, je me suis fait mais défoncer la tête par les adeptes du no fake med. Vous savez, ce grand mouvement qui veut la science, la science, la science, la science, que la science, uniquement la science. Et ça lève un gros problème philosophique, c'est qu'est-ce la médecine? Est-ce que la médecine est une science dure avec des lois comme la physique, des lois physiques qui sont immuables, sans contre lesquelles on ne peut pas aller, ou est-ce que la médecine est une science molle, au même titre que la sociologie, la philosophie, qui permet quand même d'avoir une adaptation parce qu'on soigne des humains. C'est ce que j'aurais dit, pas des sciences, mais quelle science? La science des chiffres ou la science des hommes? Euh, Moi, mon camp est fait. Pourtant, avant, j'étais un adepte, mais forcené de l'évidence baisse médecine, quitte à me faire des gros soucis avec mes patients qui ne comprenaient pas que de temps en temps, ils sortaient avec aucune ordonnance, parce qu'il n'y avait pas à prescrire quoi que ce soit. Mais là, je vais basculer dans le camp des renégats, donc j'ai pas honte du tout, parce que je pense que je le referai sans aucun problème. Et je ne comprends pas ce mouvement, pas dire de scientifique, mais forcené. J'ai l'impression que ça ouvre, c'est des gens qui veulent ouvrir la porte à l'intelligence artificielle. Euh, mais l'essence même de notre métier, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier. C'est l'échange entre un médecin et un patient. Euh, L'examen clinique, l'interrogatoire, notre expérience, notre vécu avec ce patient. Vous mettez une machine devant, ça ne marchera pas de la même manière. Il va adopter les recommandations, les études, et ça va s'arrêter là. Donc on s'est beaucoup fait taper dessus par eux. J'ai passé des nuits sur Twitter à essayer de me défendre, et puis après, bon, les nuits c'est un peu court, hein, donc j'ai arrêté. J'ai retiré tous mes tweets parce que j'ai même reçu ce qui m'a beaucoup, beaucoup blessé et meurtri. Un jeune confrère m'a envoyé le code de Nuremberg sur les expérimentations humaines, qui est donc issu du procès de Nuremberg, donc issu de ce qu'avaient fait les nazis dans les camps. J'ai trouvé ça excessivement désagréable, blessant. Je lui ai écrit en disant bon voilà, je vais pas porter plainte contre lui, mais que j'aurais voulu quand même qu'il comprenne, comme dit des proches, hein, qu'on pourrait de tout, mais il faut faire un peu attention avec qui on vit. Ben, j'attends toujours sa réponse. Alors naturellement, il s'est fait défendre par d'autres en disant voilà le point Godwin. Non, c'était simplement, faut quand même pas penser un instant qu'on a pu prendre des patients pour des cobayes. Alors, vous imaginez, pour des généralistes qui sont installés, Denis Gastaldi, ça fait plus de 30 ans, moi, ça fait 25 ans, on soigne 3 voire 4 générations de patients, les prendre pour des cobayes, mais ils sont toc-toc dans la tête, là. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur apporter une prise en charge qui nous paraissait à l'époque optimale pour essayer de les empêcher de finir sur le ventre sous un réanimateur. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. J'aimerais bien que vous expliquiez comme s'il y en avait 2 ans tous, hein. Parce qu'en fait, le traitement que vous avez prescrit, donc il y avait effectivement l'azithromycine, il y avait aussi le singulaire, qui est une molécule utilisée dans le traitement De l'asthme. connue pour son action anti-inflammatoire. Oui. Vous avez rajouté du zinc, qui est bien connu, et en plus, vous dites que l'azithromycine est bien connue pour juguler les complications de type phlébite et embolie pulmonaire. Aujourd'hui, le 10 juin, on sait bien que vous aviez raison, vous aviez tapé dans le mille, puisque ce n'était pas un problème d'oxygénation, c'était un problème sanguin. Donc vous avez pile poil tapé dans le mille. Vous avez eu 100% de résultats. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, le problème, si vous voulez, c'est que, étant donné que c'est une maladie qui est réputée guérir seule dans l'écrasante majorité des cas, ce qu'on nous a allégué, mais si vous n'avez rien fait, ils auraient peut-être guéri tout seuls.
Ça, je le concède parfaitement. Mais dans ce cas, moi, comme contre-argument, regardez les angines à streptocoque. Elles guérissent aussi dans 80-90 des cas spontanément. Alors dans ce cas, pourquoi on met des antibiotiques? Maintenant, qu'on dit: «Oh oui, mais la dyspnée, les frissons, les maux de tête, ça passe tout seul». Bah, dans ce cas, pourquoi on soigne des rages de dents? Pourquoi on soigne la douleur? Elle passera toute seule. Dans ce cas, c'est quelque chose que je trouve, alors quand on leur rapporte des contre-arguments, mais c'est non, 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 ils trouveront toujours le moyen de nous contredire, de dire que non, c'était pas bien, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Le seul, alors ça, je tiens vraiment à le dire, j'espère peut-être qu'il nous écoutera, c'est cet anesthésiste réanimateur de Metz qui a défrayé la chronique il y a aussi quelques mois, parce qu'il s'est vraiment affronté très durement contre l'équipe de Raoult. Raoult a voulu porter plainte contre lui au pénal. Enfin, ça a été très très loin. Je me suis beaucoup, 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 beaucoup accroché avec lui sur Twitter. On est resté plusieurs nuits mais vraiment à s'engueuler vertement. Puis par un moment, on a déposé les armes, on a discuté en message privé d'une manière calme, et il est arrivé à une conclusion qui résume un peu tout. Il me dit: «Même si je ne suis pas d'accord sur la méthode, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Replongez-vous dans le contexte. On était, nous, des généralistes de Moselle, du Grand Est, mais c'était la guerre, hein. Moi, j'ai eu dans mon cabinet un truc que j'ai plus eu depuis 15 ans. J'ai eu un œdème du poumon, un OAP, un type qui est venu en OAP dans le cabinet. On a eu des détresses respiratoires. Des gars venaient, parce que on a beau leur dire restez à la maison, mais on est à la campagne, les gens reviennent. Je pourrais vous raconter que j'ai déjà soigné des coups de tronçonneuse, hein, dans mon cabinet. Euh, les types venaient, ils étaient en détresse respiratoire. Je partais avec les pompiers. Bon, on a, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces moments-là? Ça a été la guerre. Monsieur Macron a dit c'est la guerre. Ben nous, on a connu la guerre. Et c'était pas une guerre très jolie, parce qu'on a perdu des patients qui étaient des types auxquels on sait beaucoup. Et moi, qui étais au départ un gentil petit soldat, puisque j'ai fait, comme tout le monde, Doliprane, ça va pas, faire le 15, blabla, j'ai perdu un patient dans cette manière-là. Et sa femme m'a écrit après le confinement en me disant vous réalisez, vous avez laissé mourir quelqu'un qui vous estimait. C'est quand même assez violent de prendre ça dans la figure quand on a 25 ans d'exercice. Alors maintenant, vous dites oui, on a eu une intuition, mais c'est pas une intuition. Enfin, les gens disent vous avez eu une intuition. C'est issu d'une recherche, comme si nous, les généralistes, on était infoutus de lire une publication, même en anglais. C'est pas de notre niveau. Il faut laisser ça aux grands savants, vous savez, les professeurs de plateau qui disaient blanc le lundi, gris le mardi et qui revenaient un peu vers le rouge le mercredi. Il y a une incompréhension et grande tristesse surtout. C'est que, prendre l'exemple de Denis Gastaldi est mon exemple. Denis a fait le Covid, il a des anticorps positifs. Moi, j'ai fait un scanner il y a pas longtemps, je suis bourré de verres dépoli et de fibrose. J'ai aussi chopé le Covid, probablement au tout début de l'épidémie, mais on n'a jamais, jamais abandonné nos patients. Et c'est pas pour se faire de la gloriole, c'est-à-dire qu'on n'en a rien à fiche devant notre bidet dans le journal. La preuve, c'est que si on avait des égos surdimensionnés, on aurait renvoyé l'ordre des médecins dans ses 22 mètres et on aurait été faire les beaux sur les plateaux de télé, ce qui n'a pas été le cas, quoi. Nous, notre seule ambition, ça a été d'apporter à nos patients le meilleur. Alors, ça peut paraître un peu cucu. Bon, attendez, moi j'ai prêté un serment il y a 25 ans. C'est s'il y a bien un moment dans ma carrière où il fallait prouver ce serment et la raison pour laquelle j'ai pu apprendre ce métier, c'était bien pendant cette épidémie. Euh, alors maintenant, ce qui est très drôle, c'est que ceux qui n'ont rien fait nous tapent dessus en disant vous le culpabilisez. Culpabilise personne. Chacun fait la médecine qu'il a envie de faire en fonction de la manière dont il veut la faire. Moi, je reproche pas du tout aux gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas donné de traitement. Nous, peut-être que s'ils s'étaient retrouvés dans notre situation qui était dramatique, ils auraient aussi tenté quelque chose. Je sais pas, monsieur Epstein, parce que quand même, aujourd'hui, c'est l'heure des bilans, hein, donc c'est un petit peu plus facile. Moi, je peux parler librement parce que je défends. J'ai fait une émission le 11 avril qui a été vue plus de presque 1,5 million de fois et repris par bien d'autres sites, où il y avait une confrère à vous qui Oui, bien faisait sûr. la même chose, c'était la docteure Sabine Pallière-Franco. Et elle aussi a eu tout de suite un appel de l'ordre des médecins et proposait, comme vous, des antibiotiques, des macrolides et des anti-inflammatoires. Donc on voit aujourd'hui que vous aviez raison. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que en plus, vous avez raison, puisque dans la presse, hein, on parle souvent de la presse scientifique, on ne sait pas lire le Lancet, le New England Journal. Après le SARS-CoV-1, hein, il y a eu des études qui ont été faites qui ont prouvé que, effectivement, l'hydroxychloroquine baissait la charge virale. Ensuite, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, sur le Zika, hein, que l'azithromycine, eh ben, on ne sait pas pourquoi, mais l'azithromycine était très efficace contre le Zika, qui est un virus. Donc cette idée de dire on ne donne pas des antibiotiques parce que c'est un virus,
quelque part, c'est complètement, je dirais pas stupide, mais il y a des antibiotiques qui fonctionnent et bien sûr. qui ont une action. Et ça, je l'ai trouvé moi, qui ne suis pas médecin, dans la presse scientifique, des études qui ne datent pas de 2020, mais qui datent de 2002, 2003, 2004, et ainsi de suite, hein. Donc, vous avez fait quelque chose qui marche. Eux, les fake made, eux, de toute façon, ils savent tout, mais ils proposent rien. Donc, ils ont dit aux gens, restez chez vous avec du Doliprane. Donc ça a une incidence quand même assez majeure parce que déjà, le Doliprane, je l'ai aussi démontré dans mes émissions, a beaucoup plus d'effets secondaires que ne serait-ce que la chloroquine et l'hydroxychloroquine réunis, et même cardiaque, même au niveau cardiaque. Donc, vous êtes médecin. Moi, si je suis malade, je viens chez vous. J'ai pas envie que on fasse des tests. On attend 6 mois de tests, des tests randomisés. Des tests randomisés, tout le monde sait que ça met 6 mois pour une étude randomisée parfaitement double placebo aveugle. Ah ben tiens, toi t'es malade, tu vas prendre du placebo. Non, non, j'ai pas envie de prendre du placebo. Moi, j'ai envie de prendre quelque chose qui me soigne. Ensuite, on a vu, mais je sais pas combien de médecins sur les plateaux télé qui ont dit j'ai été malade, j'ai eu le Covid, j'allais pas bien, j'ai pris de l'azithromycine et le lendemain j'allais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle folie furieuse a pris à la France de vouloir tout tester? Parce qu'au final, docteur, la France, c'est le plus mauvais élève du monde. C'est-à-dire que quand on prend Mmh. le nombre de morts par rapport au nombre de cas positifs, c'est la France qui a le taux de létalité au monde le plus élevé. Donc ces fake made, ils proposent quoi? Ah bah, rien du tout, rien du tout. Eux, si vous voulez, c'est, on fait rien, c'est la doxa gouvernementale, on fait rien et si ça tourne au vinaigre, ils finissent en réa, en disant que 90 des cas, des gens, guérissent. Maintenant, j'aimerais pas être dans les 10 ou 15 qui ont été hospitalisés et parmi ces 15 là, les 2 qui sont morts. Un mort, c'est un mort, hein. Vous savez, c'est une famille qui est éplorée et en deuil. D'autant que ce sont des gens qui n'avaient pas du tout de problème particulier. Vous savez, il y a l'étude anglaise qui a démontré qu'il valait mieux avoir 50 ans, un cancer, du diabète, une hypertension, être un peu enrobé, que d'avoir 75 ans et d'avoir aucun problème. L'âge a été un facteur de mortalité assez terrible. Et puis, comme vous le dites, quand on est médecin, surtout médecin de famille, quand on soigne 4 générations, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire non, je vous donne rien? Je vous donne rien du tout, non, non, rentrez chez vous. Alors que pendant l'épidémie de grippe, ça choque qui? Quand vous avez des gens qui viennent avec de la grippe et qui commencent à avoir des signes respiratoires, de mettre un antibiotique tout de suite. Ça choque personne. 13% de la prescription se fait hors AMM en France. Et on le sait, de toute façon, c'est pas compliqué, la Sécu le voit. En voyant bien, par exemple, pendant les épidémies de grippe, et notamment quand on a ces bronchites, vous savez, on prescrit tous des bétadomimétiques, hein, les petites bombes pour les bronches, pour aider les gens un peu à respirer. Or, c'est absolument pas dans l'indication. Hein. L'indication, c'est que l'asthme. Hein. Et là, ça, personne ne dit rien. Il y a des tas de médicaments. Moi, j'ai une grosse formation de médecine interne. Par conséquent, je soigne des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes. Mais vous croyez que tout est dans l'AMM? La colchicine, par exemple, qu'on prescrit dans certaines maladies auto-inflammatoires, il n'y a pas du tout l'AMM. On sait simplement qu'il y a un consensus d'experts disant ça fonctionne. Mais ils ont même, ces low fake med, critiqué le fait de prescrire un antibiotique au long cours, donc l'azithromycine, en critiquant, en mettant en cause une recommandation d'une société savante qui est le SPILF. Mais on est arrivé à des niveaux d'incompréhension pas possible. Ces gens-là, j'ai l'impression que ce sont vraiment vous savez, les moines rigoristes du XIVe siècle pendant l'épidémie de peste. Hein. C'est ces gens-là qui venaient, ou les flagellants, qui se baladaient en se flageller, en demandant la rédemption. Et puis maintenant, exactement comme pendant les grandes épidémies, ben on va dresser les bûchers et on va mettre qui sur les bûchers? Ben, les petits généralistes. On doit être, je sais pas, une trentaine, quarantaine en France de généralistes. Après, il y a les spécialistes qui ont osé l'ouvrir. Parce que quand on discute avec des copains, ils ont tous quasiment fait de l'azithromycine. Tous. On a eu des tas de messages de soutien. Et à l'hôpital, vous croyez qu'ils faisaient rien? Ils ont prescrit de l'azithromycine, ils ont prescrit de la chloroquine, ils ont prescrit une céphalosporine de troisième génération. Ils ont tout essayé. J'ai même parlé avec des pneumologues hospitaliers qui ont prescrit des corticoïdes alors que c'était normalement strictement déconseillé. Eux ont pu le faire. Ils l'ont dit aussi quelque part. On va pas les emmerder. Hein. Alors les gens commencent à parler. Il y a certains médecins qui commencent à parler dans les journaux. Moi aussi j'en ai fait. Moi aussi j'en ai fait. Comme s'il y avait un mouvement de solidarité assez général dans ce pays pour essayer de dire, bah, attendez, vous voulez punir quelques-uns, bah, punissez-nous tous. Alors punir, qu'est-ce qu'on va avoir comme punition? On va nous radier?
Je pense pas, enfin, j'espère pas, on a tué personne, nous mettre à une interdiction d'exercice. On est, Denis Gastaldi et moi, dans des déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser 3000 patients sans médecin, sans remplaçant, un blâme, un avertissement, mais moi je le prendrais presque comme une médaille, hein. J'ai écrit un petit pamphlet, bon, qui va sortir bientôt, dans lequel je dis que si le médecin est blâmé, le médecin reste, l'homme, pardon, l'homme restera digne d'estime. Moi, j'ai estimé que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait d'une manière parfaitement safe. Il y a le primum nocere a été parfaitement respecté. On a fait les patients chez qui on prescrivait l'azithromycine ont quasiment toujours eu des ECG, donc on avait des électrocardiogrammes de référence pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble de la conduction. Ils font des bilans sanguins réguliers, donc il n'y avait pas de trouble d'hypocalémie ou de soucis particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est vraiment là. Alors, d'en avoir parlé dans la presse, mon Dieu, de nombre de médecins qui parlent dans la presse, est-ce qu'on va tous les condamner? Enfin, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et sincèrement, je sens notre Conseil de l'ordre un peu gêné aux entournures. Parce que c'est des types sympas, on les connaît, hein, vous savez, c'est des spécialistes avec lesquels on bosse. Ils doivent avoir des consignes du CNOB. On n'a pas été convoqués, on nous a invités à prendre contact avec eux pour fixer un rendez-vous. Bon, bah, écoutez, on attend leur retour, hein, mais quand vous pensez que, enfin, que le président du CNOM aurait dit, je dis bien aurait dit, parce que je ne l'ai pas entendu, qu'il faudrait féliciter les médecins qui ont gardé leur sang-froid et qui n'ont rien prescrit. C'est pas un peu antinomique, ça? Non, mais ça, Alors, je l'ai pas entendu, je l'ai pas entendu, mais oh, ça serait bien en phase avec le personnage. c'est très, 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 très grave. Mais moi, je voulais vous poser une question. L'année dernière, allez, on est en 2019, j'habite près de chez vous. J'ai une grippe très, 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 très sévère, avec effectivement des problèmes respiratoires. Je viens chez vous. Vous dites non, je te donne rien, il faut faire des tests ou vous me prescrivez quelque chose? Ah, bien sûr que je mets un antibiotique. Évidemment, si vous commencez à avoir des troubles respiratoires et auscultatoires, bien entendu, on sait très bien que la grippe peut provoquer des pneumonies. Alors, et surtout quand on a des facteurs des comorbidités, des facteurs de risque de complications respiratoires. Le type qui a de BPCO, qui est un gros fumeur, qui a de l'emphysème, enfin, qui a des troubles respiratoires documentés, c'est pas débile, bien sûr qu'on mettra un antibiotique. Mais je ne mettrai jamais un antibiotique pour un gamin de 15 ans qui vient avec des frissons. Évidemment que non. C'est ce qu'on a fait également pour le Covid. Les jeunes qui viennent nous voir avec des symptômes, bon, un peu aussi symptomatiques, ou même des troubles un petit peu respiratoires, mais jamais de la vie. On a vraiment, on a fait ni des études, et on n'a jamais systématisé notre prescription. Écoutez, j'ai dû voir entre 300 et 400 Covid pendant la crise. J'ai prescrit à 60 personnes. Je les ai, ils sont tous notés dans les dossiers, ceux qui ont eu de l'azithromycine. Et je n'ai plus eu aucune hospitalisation. Et c'était pas que des jeunes, hein. J'ai aussi des gens un peu âgés à qui je l'ai prescrit, avec également l'héparine et une surveillance infirmière, puisque comme on faisait de l'héparine, les infirmières venaient tous les jours pour s'assurer que tout allait bien, et une surveillance téléphonique quasiment biquotidienne. Matin et soir, on les appelait pour savoir si ça allait bien. Donc l'année dernière, j'avais une grippe sévère avec une atteinte, aux poumons. Vous me prescriviez des antibiotiques. J'allais bien, je suis très content. D'ailleurs, si je ne rechute, je reviens chez vous, peut-être que vous me prescrivez d'autres antibiotiques, je ne sais pas. Cette année, il y a le Covid, j'ai, pareil, les mêmes symptômes quasiment au Covid, d'une grosse grippe avec les bronches prises, vous me prescrivez des antibiotiques et là, on vous charge des noises. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez tout compris. Alors, maintenant, si vous voulez, je suis pas du tout complotiste, hein, mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire, je pense pas du tout que c'est ça, que c'était fabriqué. Vous savez, je pense que la nature est suffisamment maligne pour pouvoir nous dégommer. On n'a pas besoin de l'aider beaucoup, hein. Bon, en revanche, là où je m'interroge quand même, c'est qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu le Conseil de l'ordre qui empêchait des médecins de prescrire. Le Conseil de l'ordre qui punit des médecins d'avoir prescrit. Alors, on n'a pas prescrit de la cordarone, qui est un cardiotrope très fort, pour une grippe. On est resté dans le spectre thérapeutique quand même. Alors, maintenant, il y a beaucoup de pas des rumeurs, mais des voix qui se font entendre que effectivement un médicament qui vaut 5 euros, qui est génériqué, c'est par rapport à certains gros consortiums pharmaceutiques qui veulent sortir des trucs à plusieurs centaines de milliers d'euros, effectivement, ça fait un peu bizarre. Parce que sincèrement, en France ou ailleurs, les grèves sont en France, qui, dans ce gouvernement, aura le courage de dire, si jamais il y a une étude qui démontre l'efficacité de l'azithromycine, qu'on a flingué l'économie mondiale, enfin, l'économie française en créant des nids de misère et en laissant mourir presque 40 000 personnes, parce que on va avoir aussi ceux qui sont morts à la maison pour un truc qui coûte 5 euros. Euh, Ce dont je suis persuadé aussi, alors au départ j'étais un anti-Raoult primo-primaire, toujours dans le côté évidence, baisse, médecine, qu'est-ce que c'est que ce guignol, qu'est-ce qu'il raconte. Plus le temps passe,
J'ai pas dit que je suis maintenant un aficionado et que je vais dire Saint Raoul priez pour nous, mais je m'interroge aussi sur lui parce que je pense que cette maladie, on peut la prendre en charge, mais c'est une question de fenêtre thérapeutique. L'azithromycine, il faut la prescrire le plus tôt possible, dès les premiers symptômes. L'hydroxychloroquine peut-être plus tard. Enfin ça, j'ai pas l'expérience de la chloroquine, donc je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'azithromycine, c'est au tout début des symptômes pour qu'elle ait parfaitement son rôle antiviral. Oui, vous précisez. Maintenant, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Mais quand on teste l'azithromycine, vous savez, c'est comme l'étude du Lancet, hein, quand on donne l'azithromycine ou l'hydroxychloroquine en fin de course, quand les gens ils sont intubés, ça peut pas marcher puisque l'orage cytokinique est parti et les dégâts thromboemboliques ont été faits. C'est-à-dire que les poumons sont foutus, ça sert à rien du tout. C'est au tout début. Alors là, on est très étonné aussi. C'est que quand le premier article est sorti dans le journal, on est mis en contact avec le ministère et c'est revenu du ministère en disant que c'était des informations très intéressantes et que d'ailleurs l'azithromycine allait être testée parce qu'elle était connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Donc c'est un message que j'ai gardé bien précieusement et que je sortirai le moment venu. Donc on a un retour du ministère. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que quelques jours plus tard, par des contacts que j'ai à la PHP, j'ai appris que l'azithromycine allait être testée dans PrEP Covid et les raisons pour lesquelles elle allait être testée, c'était bien dit, parce que des médecins généralistes de l'Est ont constaté qu'il se passait quelque chose avec l'azithromycine. Donc je ne comprends pas ce gap énorme entre les institutions officielles, donc le ministère, la PHP, qui dit OK, c'est parce qu'on a trouvé, vous avez des résultats qu'on va le tester, et maintenant le Conseil de l'ordre qui veut nous entendre. Alors je ne sais pas s'ils veulent nous punir, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire, mais on a déjà été entendu par l'ordre puisque notre président du conseil départemental nous a entendus à Pâques. On est resté au téléphone longuement avec lui, on lui a expliqué pourquoi on avait fait ça et on a dit OK, on ne communique plus. Donc je pensais que c'était terminé. La NSM nous a écrit, l'agence du médicament, nous a demandé pourquoi on faisait ça, d'expliquer. On a répondu une longue lettre en mettant ça de référence bibliographique. Hein. On a envoyé un long mail. Ça fait 2 mois, j'ai aucune réponse. Donc je pense que qui ne dit mot consent. Pourquoi maintenant l'ordre se réveille aussi tardivement C'est curieux. Puis hier, J'ai pas d'explication. et puis hier, cerise sur le gâteau, vous avez reçu un email de Jérôme Salomon disant que l'azithromycine, il ne fallait plus la prescrire. Terminé. Non, plus prescrire, non, non. Et sans raison. Si encore on nous sortait une étude en disant voilà, on s'est rendu compte que c'était ça marche. Alors ça marche pas. Mais ça veut dire que vous vous rendez compte, ça marche pas. Mais qu'est-ce qui dit ça? Ça, on dit ça quand on est, je sais pas moi, au collège et que vous faites taper par votre prof de maths en disant non, on démontre les choses. On dit pas ça marche pas. On dit ça marche pas. Bon, et il n'y a pas d'étude. Il s'est pas étayé par une étude concrète en disant ah maintenant on va nous parler de mortalité avec l'azithromycine. Et ça, je vais le crier haut et fort. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a une étude de 2017 qui a été faite par des sociétés savantes canadiennes qui ont comparé l'azithromycine et l'amoxicilline dans le cadre d'infections. Il n'y a pas dans cette étude de surmortalité avec l'azithromycine en ce qui concerne les troubles de la conduction. L'amoxicilline, c'est pareil. Et la conclusion des auteurs, c'est qu'a priori, c'est pas l'antibiotique qui serait nocif, c'est l'infection. Et je pense que ça doit être à peu près la même chose avec la chloroquine. La chloroquine, on en a prescrit tous des mégatonnes. Tous ceux qui partaient en Afrique prenaient la nivaquine. On n'a jamais eu de problème cardiaque. Je pense que si maintenant on se rend compte qu'il y a un peu une surmortalité, c'est l'association chloroquine et infection. Et pour l'azithromycine, c'est pareil, c'est pas l'azithromycine qui peut provoquer, c'est l'infection. Donc ça, ils veulent des études, mais moi je leur en sors. Mais ils vont vous répondre, c'est une étude bidon, c'est n'importe quoi, les auteurs on les connaît pas. Enfin, il y aura toujours une excuse pour aller contre eux. Et maintenant, le coup que l'azithromycine soit interdit, bah, écoutez, on va tous dire que si j'ai un Covid, on va dire qu'il a un excédentaire, hein, puisque l'azithromycine marche très bien sur les excédentaires. Ça également, on dit ça va créer des résistances. Mais vous avez vu le nombre de boîtes qui sortent tous les ans d'azithromycine en période d'infection grippale. Tous les dentistes la prescrivent. On le prescrit également dans les infections vaginales. Et à aucun moment on a dit ah mon Dieu, ça va sélectionner les germes, ça va faire des résistances. J'ai l'impression qu'on nous sort, on nous allègue des trucs mais qui sont délirants. Alors ça ne convainc personne. Ça arrive même pas à les convaincre. On est en train de nous ressortir le coup des masques. Ça sert à rien, on ne sait pas les mettre. Enfin, c'est incompréhensible. Cette gestion de crise est très curieuse. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas journaliste d'investigation, je suis que petit généraliste à la campagne, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe. Nous aussi, hein, on ne comprend pas du tout, hein, et ça depuis le début, hélas.
L'hydroxychloroquine, vous connaissez bien, le Plaquenil, vous connaissez bien, vous l'avez déjà Mmh. prescrit plusieurs fois. Pourquoi est-ce que vous avez une idée pourquoi subitement, alors que tout ça c'est prescrit depuis des années, c'est devenu, une, substance vénéneuse à partir du 12 janvier? Bah, déjà, ce qui est très curieux, c'est qu'avant, c'était en vente libre et bam, début janvier, ça devient sous prescription. Je sais pas pourquoi. Heu, j'ai pas de réponse. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Parce que les réponses que je pourrais donner seraient des réponses qui seraient d'un complotisme forcené et je m'empêche de penser ça. En disant: «Non, c'est pas possible». Maintenant, je vais vous dire un truc, hein, quand on analyse l'histoire, parce que l'histoire se lit toujours avec un siècle d'écart, hein. La Première Guerre mondiale, heu, au-delà, on dit: «Ah oui, alors on a appris tous à l'école, l'attentat de Sarajevo, blablabla, c'est comme ça que c'est parti». Et maintenant, on sait très bien que c'était une opération montée par des grands financiers pour simplement faire deux choses. Un, vendre des canons, c'est pas mal. Et deuxièmement, pour tuer dans l'œuf tout de suite l'internationale ouvrière qui commençait à être très, 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 très importante, menée en France par Jaurès, avec des ouvriers qui en avaient marre et qui voulaient des mesures sociales. Une petite guerre, on va calmer tout le monde. Et c'est un peu ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, maintenant, c'est un constat qui est parfaitement acquis par les historiens. Là, regardez, avant le Covid, il y avait des mouvements sociaux un peu partout, à Hong Kong, en France, dans l'Europe. Et puis, subitement, le Covid arrive. Alors, je ne dis pas qu'il a été provoqué, mais disons que l'occasion a bien fait le larron. Parce que parfois, je me demande si la finalité de tout ça, c'est pas la crise économique, et c'est le deuxième effet qui se coule qui est en train de nous arriver. Parce que, de toute façon, vous savez, on dit qu'il faut qu'une nouvelle société, souvenez-vous dans le Guépard, hein, il faut que tout change pour que rien ne change, hein. Rien ne changera, les gros seront toujours plus gros et les petits vont disparaître. Voilà. Et à côté de ça, nous, on ira à l'ordre. Tout à fait. Et en tant que médecin généraliste, vous auriez pu prescrire du Remdesivir, par exemple? Non. Ah non, c'est purement hospitalier, ce truc-là. D'accord. Le remdesivir, le tocilizumab, c'est pareil. Bah, le tocilizumab, je le connais bien parce que c'est des traitements qu'on donne dans les polyarthrites rhumatoïdes, mais je le prescris pas. Non, non, toutes les biothérapies et ces antiviraux un peu complexes, ce sont que de prescription hospitalière. Non, non, on n'a pas le droit d'en prescrire. Mais ce qui est ahurissant quand même, c'est qu'au lieu de se servir des 80 000 généralistes de France comme étant une première digue pour commencer à filtrer les choses, deuxième digue, les médecins hospitaliers, dernière digue, bien entendu, la réanimation. On a tout le monde, on a tout balancé à la réanimation. On nous a complètement oubliés. Non seulement on nous a oubliés, mais on nous a laissé nous battre comme les soldats de l'an 2, hein, vous savez, de briques et de broc. Hein. Moi, je suis allé me battre avec une charlotte que m'a donnée à boucher, des lunettes de protection dans une usine qu'une employée m'avait ramené, des surblouses qui étaient tombées du camion, du gel hydroalcoolique que des patients avaient fabriqué. Vous vous rendez compte, les types, ils ont joué aux petits chimistes pour nous. Mais nos patients ont été mais, exceptionnels d'affection et de protection. Les rôles ont été inversés. Alors, c'est notre boulot, ça, de les protéger, de faire en sorte que leur vie soit un peu plus tranquille. Là, c'est eux qui sont venus. Et ceux qui ne pouvaient pas nous apporter des protections, nous ont apporté des gourmandises, des friandises, des coups de téléphone, des mails, des SMS, des tas de choses de soutien. Et je pense, une chose qui est aussi importante, c'est que la médecine était le dernier bastion de respectabilité. Vous savez, les journalistes, tous des pourris, les chefs d'entreprise, tous des pourris, les politiques, alors, encore pire. Enfin, voilà, bon, tout le monde est pourri. Et c'était que le corps médical qui avait encore une forme de respectabilité. Et on mettait très en avant certains progrès de certains héros de la médecine, des grands chirurgiens, des grands chercheurs. Avec le spectacle qu'on a montré à la télé, mais les gens n'ont plus du tout confiance. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols Qu'est-ce qu'ils racontent Or, les seuls, j'ai l'impression, qui vont sortir avec une confiance renforcée, c'est les généralistes de terrain qui ont peut-être tenté quelque chose. Et ça, les gens nous le rendent. Ils nous le rendent vraiment très fortement. On a renforcé un petit peu notre rôle et notre présence auprès de nos patients. C'est vrai, mais il y a aussi eu des généralistes qui ont été, complètement aux ordres et qui ont laissé les gens, chez eux tout seuls avec, du Doliprane et puis, il y a du comme vous disiez, le deuxième effet qui se coule, c'est que toutes les maladies ont disparu pendant cette, période-là, quoi. Ouais, C'est-à-dire que ouais, les ouais. gens, on dit qu'en Italie, il y a eu, rien qu'au mois de mars, 3 fois plus de crises cardiaques que jamais il y en a eu au mois de mars pendant toute l'époque. En France, on en comptabilise que 2 fois plus, donc mais rien que cet item, c'est énorme. Je pense à toutes les autres pathologies. Moi, j'ai des amis qui devaient se faire opérer, c'est la croix et la Ah oui, bannière. tout était décalé, hein, bien sûr. Hein. Hein. Les cancers qu'on n'a pas pu dépister. Moi, je me souviens, en pleine épidémie, d'avoir une patiente qui avait une forte suspicion de cancer du pancréas, mais j'ai passé une matinée à trouver un service qui pouvait la prendre.
On trouvait rien. Ça a été une gestion compliquée dans un premier temps, et puis deuxièmement parce que les consignes gouvernementales, c'était rester chez vous. Et c'est complètement débile. Mais c'est ahurissant de dire ça aux gens, restez chez vous. Bon, les gens, enfin chez nous, tout au moins dans les secteurs ruraux ou semi-ruraux, les gens sont venus. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont venus. Alors on faisait le filtre, ma secrétaire faisait le filtre à l'entrée du cabinet et puis on les faisait rentrer un peu un par un. On fait très attention, mais on a continué à les soigner. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu mon activité baisser un peu, mais pas énormément. Parce que les gens savaient qu'on était là, ils appelaient, je peux venir, bah évidemment. Et puis on rappelait les gens. On a rappelé des résultats biologiques qui n'ont pas été faits. Et là aussi, on voit arriver des tas de gens qui n'ont pas fait leur surveillance. On demandait de faire des mammos, des prises de sang, des consultations cardio, ça n'a pas été fait, des scanners qui n'ont pas été faits. Donc des gens qui étaient en surveillance et dont la maladie a forcément progressé. Hein. Bien sûr. Mais ça, bon, on verra un peu plus tard. Non, mais il y a des tas de choses. Je dis, il y a une incohérence qui a été faite par rapport à cette gestion de crise qui est, bon, on parle de gestion de pénurie peut-être. Monsieur Macron a dit non, qu'il n'y a pas eu de pénurie. Bon, moi j'ai pas eu de masque tout de suite en tout cas. Hein. Non, 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 et puis ça, non, non, non. Personne, il y a beaucoup de médecins, hélas, qui n'ont pas eu de masque. Et en plus, il y a l'autre chose, c'est qu'on a voulu pendant des années faire des économies en place de réa à l'hôpital. Donc on a vu maintenant les milliards que ça nous a coûté. Pendant ce temps-là, l'Allemagne qui nous tapait dessus parce qu'elle disait qu'il fallait qu'on fasse des économies sur la santé, elle avait plein de places de réa. Et ils s'en Mhm. sont bien sortis finalement, au final, hein, les Allemands. Très bien, bah oui, mais ils ont testé, ils ont si vous voulez la manière d'enrayer une épidémie qui est la plus cohérente aujourd'hui, pas comme au Moyen Âge, au XIVe siècle, hein, parce que c'est ce qu'on a fait. Hein. Au XIVe siècle, ceux qui ne sont pas morts de la peste, c'est ceux qui ont été enfermés dans les monastères. Personne n'entre, personne ne sort. Hein. Bon, euh, il a fallu faire ce qu'a fait Taïwan ou la Corée du Sud, c'est on teste le maximum de gens. Ceux qui sont positifs, on les met à l'écart. Ceux qui sont négatifs, bah, on fait attention parce que il y a des faux négatifs. Et surtout, tout le monde porte un masque. Si tout le monde avait un masque, on n'aurait jamais plombé l'économie. C'est-à-dire que tout le monde serait travaillé masqué, il y aurait eu aucun problème. Le confinement, c'est le masque du pauvre. Et en plus, vous avez vu le confinement qu'on a fait. Hein. C'est un confinement à la Pyrrhus. Hein. Je peux sortir, mais il faut pas sortir. On peut sortir, mais un petit peu. Ah bon, ça a été quand même un peu curieux cette histoire. Mais si on avait masqué tout le monde et testé tout le monde, si on avait eu des masques et des tests, les choses auraient été totalement différentes. Non, mais c'était pas un confinement, puisque les gens pouvaient aller dans Ah, l'endroit bien sûr, où il y a bien le plus de entendu. virus au mètre cube, c'est-à-dire les hypermarchés, en leur disant les masques ne sont pas utiles. Donc c'était pas un confinement, c'était une hérésie. Mais je pense, si vous voulez, que alors c'est que le gouvernement a géré ça comme des tacticiens à la toute semaine, sans aucune vraie stratégie, et ils ont changé leur plan régulièrement. Je pense qu'ils ont voulu faire une immunité qu'on appelle l'immunité grégaire, hein, ou la barrière immunologique, où il faut que 60% d'une population soit atteinte de manière à pouvoir faire une barrière, donc empêcher de protéger un peu ceux qui sont derrière. Et puis, ils se sont rapidement rendus compte que ça marchait pas, parce que quand on a commencé à faire les premiers tests immunologiques, ça fait maintenant presque 2 mois, sur une technique chinoise, mais ils sont quasiment tous revenus négatifs. Alors, c'est la question. Soit des gens qui étaient PCR positifs, aucune sérologie, aucune immunité. Euh, Est-ce que cette maladie immunise ou pas? Est-ce que les tests sont fiables ou pas? C'est comme des sacrées questions qu'on se pose. Moi, par exemple, j'ai les poumons qui sont remplis de verres dépoli et de fibrose, la sérologie est négative. J'ai aucun, à tout au moins, on ne détecte pas d'anticorps. Et je pense qu'ils ont géré aussi en fonction des connaissances médicales. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est quand même censé avoir des services secrets. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde s'espionne, tout le monde sait ce qui se passe à droite à gauche. À dire qu'ils n'ont pas su qu'en Chine, c'est pas 3000 morts qu'il y a eu, mais probablement 300 000. Parce que c'était pas compliqué de fouiller un peu pour voir que les Chinois venaient de commander des centaines de milliers de sacs à cadavres. Et c'est pas pour les 3000 types qui sont morts dans la province de Wuhan. C'est du gros n'importe quoi. Donc on le savait. Les Italiens nous ont mis en garde des dizaines de fois. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est barré. Ah, les Italiens, c'est des marrants. Ils ont un système de santé qui est pourri. C'est normal. Ils savent pas gérer. Ça viendra pas chez nous. On a laissé les frontières ouvertes en disant oh, le virus il a pas de passeport, mais bon Dieu le virus il s'en fout du passeport, c'est la personne qui le porte qui va l'amener. Puis souvenez-vous, alors les Italiens fermés, on pouvait pas aller en Italie, mais les Italiens pouvaient venir en France. Enfin, je pense que si jamais on avait s'était assis une fois pour toutes sur l'idéologie et d'avoir si on avait lu les livres de médecine et les livres d'histoire, parce que Tocqueville disait que l'histoire est un éternel recommencement. Euh,
La grande épidémie de 1917, on aurait mieux fait de l'étudier. Et il y a des reportages qui étaient passés à la télé il y a 2 ans où on dit la même chose. On expliquait que les gens mouraient de problèmes vasculaires, qu'il y avait un orage cytochimique. Exactement ce qui nous est arrivé. Que la deuxième vague est venue plus tard et pas tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'on n'apprend rien de l'histoire, pour commencer. Et deuxièmement, euh, qu'on gère au coup par coup. C'est-à-dire, on va donner des masques à tout le monde. Ah ben, monsieur le président, il n'y a pas de masque. Ah ben, alors on va les enfermer, mais il faut quand même qu'ils aient un petit peu de liberté. Donc, ils vont s'auto-autoriser de sortir. Imaginez. Et si jamais la signature est pas bonne, bam, 135 €. Mais quand on analyse ça froidement, mais c'est un grotesque, c'est ridicule, ridicule. Soit personne ne sort et on fait un vrai confinement parce qu'on veut faire en sorte que le virus disparaisse, parce qu'il n'y aura plus personne à contaminer. C'est comme ça que ça marche, une épidémie, elle s'arrête, le jour où il n'y a personne à contaminer, il n'y a plus d'épidémie. Euh, mais soit dans ce cas, on laisse sortir, mais on leur donne des masques. Et où sont passés les masques? Où étaient-ils? Et ça, c'est des questions qui vont être posées, je pense, au niveau parlement, au niveau du Parlement, au niveau des commissions d'enquête. Et là, on saura ou pas. Ça commence, ça commence. Et rassurez-nous un petit peu sur la situation aujourd'hui. Comment ça se passe? C'est calme, plus rien du tout. Là, je comprends pas. Il y aurait des clusters. Nous, on a eu un cluster dans une maison de retraite par chez nous. Ça s'est très vite endigué. Tous ceux que j'ai testés, j'en teste un paquet, parce que maintenant que les tests sont faciles à papier, sont tous négatifs. Et toutes les sérologies chez des gens chez qui je suis sûr, mais sûr, qu'ils ont fait le Covid, bah, c'est négatif aussi. J'ai quasiment pas de sérologie positive. Comment vous Et en l'expliquez? tout cas, alors soit la sérologie est pas fiable, mais ça m'étonnerait parce que quand même, c'est une technique qui est éprouvée, soit ce virus n'immunise pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire plusieurs fois avant d'avoir une immunité pérenne. Tu sais, il y a Mais 2 types d'immunité. Il y a l'immunité humorale et cellulaire. Peut-être que l'immunité cellulaire est correcte, mais l'immunité humorale avec les anticorps, ça n'a pas l'air de marcher du feu de Dieu, quoi. On parle beaucoup vous avez parlé d'Italie là, donc déjà moi en tant que franco-italien, je tiens à vous préciser que les hôpitaux de l'Italie du Nord sont plus encore en avance que ceux de l'Allemagne, hein. Après l'Italie du Sud, c'est Mm. massacre au quai Coral, mais dans le Bien nord sûr. du pays, c'est très, très, très en avance, hein. Et là-bas, ils font beaucoup de tests en ce moment sur la charge virale de ce virus, hein. Et ils trouvent que, avant, quand ils mettaient un virus dans une boîte de pétri avec, d'autres cellules, ils les attaquaient assez rapidement. Et maintenant, il leur faut beaucoup, beaucoup de virus et donc ils disent, sa charge virale diminue et il va se transformer en soit disparaître comme le SARS-CoV-1, comme le MERS, soit, se transformer en simple rhume comme les autres, Mm. coronavirus. Ouais. Et en France, on fait des études pareilles, vous savez, vous? J'ai pas entendu parler de ça, hein. D'accord. Alors peut-être que c'est dans le cénacle des gens très savants et très intelligents, mais pour l'instant, non, non, ça, j'ai pas de, on n'a rien entendu de tel. Parce Mais que il y a des choses très curieuses quand même, parce que il y a des gens qui s'en sont sortis alors qu'ils avaient tout pour faire des complications, d'autres qui sont morts alors que franchement, ils devaient pas mourir. Euh, c'est quand même très curieux et très étrange. parce Ah, c'est que une belle machine de guerre, quoi. ouais. Pardon, excusez-moi, oui. Parce qu'on entend partout que, il y a plus rien, hein. Je discute avec beaucoup de médecins, ils me disent: «J'ai plus rien, ça fait 3 semaines que j'ai plus rien». Dans les Mmh. hôpitaux, je gère beaucoup d'hôpitaux, ils me disent: «On n'a plus vu de cas de Covid». Puis, tous les jours quand je vais voir un petit peu les cas, il y a 200-300 cas positifs. Moi, j'aimerais bien savoir, ces cas positifs, s'ils donnent des complications aussi sévères qu'il y a 2-3 mois ou si ça donne rien. Parce que est-ce que quelqu'un est déclaré positif et puis il va bien, il peut aller au boulot? Je sais pas. Bah, écoutez, pour l'instant, comme on peut pas mesurer, on mesure pas la charge virale et la clairance virale, c'est l'élimination du virus. Pour l'instant, moi, si vous voulez, ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a des clusters quand même qui se déclenchent, et il n'y a pas d'épidémie, ça flambe plus. Alors que tout a commencé quand même dans un cluster bien confiné. Euh, Là, dans une maison de retraite près de chez nous, donc dans le patelin où j'habite, donc là où j'ai mon cabinet, il y a eu 20 personnes qui ont été testées positives. Il n'y a rien d'autre, point. Ok, 20 personnes testées positives. Tous les gens alentours ont été testés, ils sont tous revenus négatifs. Vous avez parfaitement raison, comme si le virus était en train de s'éteindre tout doucement. Il était encore présent chez certaines personnes, mais il n'avait plus aucune contagiosité. Peut-être une mutation qui s'est passée qui le rend beaucoup moins violent. Euh, mais j'espère au moins quand même qu'on va en apprendre quelque chose. C'est-à-dire que là, au moins, on va prendre un peu d'expérience et se dire, faire preuve surtout de beaucoup d'humilité. Parce que ce qui est comme terrible, c'est de se rendre compte que ce qui a failli détruire l'humanité, comme ce que l'on sait, le moindre étudiant en médecine le sait, c'est pas une guerre mondiale ou des attentats par des fous de Dieu, c'est par une toute petite partie protéique, mais rien du tout, quoi, microscopique, qui a failli nous dézinguer. Et ça serait pas la première fois, hein, des grandes épidémies, on a eu quand même.
Euh, Maintenant, le grand leitmotiv, c'était contrairement à la grippe espagnole, la grippe de Singapour, la grippe asiatique, etc., qui a fait aussi beaucoup de morts, hein, 60, 80, 100 000 morts, et c'est pas très vieux, hein, ça date de 50 ans. On a choisi l'homme plutôt que choisir l'économie. Moi, j'ai des doutes. Si vous voulez, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Il y a quand même probablement des raisons qui nous dépassent, qu'on n'est pas à même de comprendre. Euh, je suis très très circonspect. C'est-à-dire que alors que j'étais quelqu'un qui fait une confiance un peu aveugle, maintenant je doute énormément de beaucoup de choses. Je m'interroge beaucoup et je vous dis j'aime pas les réponses qui me viennent à l'esprit, quoi. Parce que j'essaie de les gommer en disant non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Parfois j'ai l'impression d'être dans un film de Costa Gavras, hein, où vous savez quand on a dit ah mais Nixon espionne les démocrates, mais non, c'était encore du côté à Watergate. Hein. Et voilà, il y a quand même l'histoire est remplie de trucs qu'on avait dit, mais non, c'était n'importe quoi. Alors que tout compte fait, regardez même pendant la Shoah, hein, quand les premiers ont dit ils sont en train de tuer tous les juifs et les brûler, mais non, n'importe quoi. Je sais Alors bien. je sais pas. Et pendant cette Voilà. pandémie, il y a l'Obamagate qui est sorti, et donc là aussi les gens disent mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte Trump? Bah, ça sortira en septembre, ensuite des histoires. Obamagate sera pire que le Watergate. Mais rassurez-nous, Absolument. les 20 Ah, personnes, je suis d'accord avec vous. Hein. les 20 personnes là, testées positives en EHPAD, elles vont bien? Ah bah a priori oui. Non mais de D'accord. toute façon, moi je suis en contact avec des copains qui bossent, enfin surtout des infirmières, parce que les réanimateurs, ils sont un peu difficiles à joindre. J'ai beaucoup même des patientes qui bossent à l'hôpital, qui me disent qu'il n'y a plus rien du tout. Alors qu'il y a quelques semaines, mais l'hôpital de Saint-Avold, qui est notre hôpital districal, hein, qui a, c'était la guerre, quoi, c'était les tranchées. J'ai des copains spécialistes, notamment, je pense, à une très bonne amie hépatogastro, qui plutôt que fermer son cabinet et retourner aller jouer au bridge chez elle, elle a mis la surblouse, la tenue de cosmonaute et elle est partie filer un coup de main à l'hôpital. Il y a eu quand même des gens qui ont été exceptionnels. Hein. Les infirmières. Alors là, je veux pousser un énorme cri d'amour envers les infirmières, envers tous ces paramédicaux qui y sont allés, quoi. Et elles n'ont pas eu peur. Elles sont allées. Moi, j'ai partagé. Si, on a partagé nos masques avec les infirmières. Le peu que j'en avais, on leur a filé. Elles n'avaient pas de FFP2, elles n'avaient pas de surblouse, elles n'avaient pas de Charlotte. Elles avaient que dalle, que dalle, que dalle. Elles y sont allées. Hein. Elles n'ont pas dit ah bah attendez non j'ai rien j'y vais pas hein. Je me mets en retrait. Elles y sont allées avec des masques de crépon, bah, rien du tout. J'ai une amie infirmière qui a chopé le Covid en faisant la toilette mortuaire d'un patient mort du Covid. Elle était habillée avec des sacs poubelles. Mais on est où là? On est la sixième puissance mondiale. Mais c'est ahurissant d'en arriver là, de se dire que des gens, la médecine de premier niveau, et je veux vraiment englober les infirmières libérales, les aides-soignantes, les médecins, tous ceux qui sont vraiment au contact direct avec les gens, on a été complètement oubliés. Dire c'est pour ça, c'était oh mais non, mais restez chez vous tranquillement, faites de la téléconsultation et si les gens vont pas bien, qu'ils fassent le 15 ou alors qu'ils restent chez eux. Mais je sais pas, bon, on a besoin il faut les toucher les gens, on a besoin de les examiner un peu quand même, hein. On peut pas toujours. J'ai fait un peu de téléconsultation, oui, ça a des limites énormes, hein. Mais tout ça, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que c'est tout simplement pour nous mener vers cette médecine 2.0 que je redoute et que je déteste totalement, vers cette intelligence, cet diagnostic, vers ces algorithmes qui vont permettre de lutter contre l'intelligence artificielle, contre les divers médicaux, pardon. Cette intelligence artificielle qui est fondée forcément sur des données, mais dures, qui sont pas molles, dures, parce qu'elles ne prendront pas du tout en compte ce colloque singulier. On y arrive tout doucement. J'ai vraiment l'impression que on nous mène en disant la solution, ce seront des téléconsultations avec des robots qui distribueront des médicaments, mais en fonction des recommandations. C'est quelque chose qui me terrorise. Hein. Je suis bien content d'être à la fin de ma carrière parce que je n'ai pas envie de connaître ça. Hein. Il y a des médecins qui sont en burn-out, là, il y a même des médecins. Alors, c'est une super question que vous posez. Et j'aurais pas pu vous répondre hier, je peux vous répondre aujourd'hui. Ce matin, j'ai vu une copine déléguée médicale. Ça fait 4 mois que je l'ai pas vue. Bon, c'est quelqu'un, on se connaît depuis 25 ans. C'est même une très très bonne amie. Et elle m'a dit un truc qui m'a à la fois attristé et rassuré. Elle m'a dit, voilà, tous les médecins que je vais voir dans le coin qui ont vécu ça, ils sont au bord des larmes. Et moi, je pensais être le seul à parfois avoir du mal à en parler.
parce que j'ai perdu un bon copain, le docteur Vélin, qui est installé très près de chez moi, qui a bossé sans masque, qui est mort du Covid. Euh, Comme 40 médecins sont morts de cette maladie, on a payé un lourd tribut quand même, hein. Et il y a eu un truc qui a été aussi dur à gérer, c'est la gestion de l'arrière. Vous savez, comme pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, quand les types repartaient en permission et ne comprenaient pas qu'on puisse faire la fête, alors que eux, ils en bavaient autant. Bah, c'est un truc que j'ai ressenti aussi quand je rentrais chez moi, parce que j'habite à 1 heure de mon cabinet, dans une grande ville. Quand on ouvrait la télé, on regardait un peu les copains qui sont bons médecins, qui disaient, ah bien, on va prendre des apéritifs virtuels, on va machin. J'avais pas envie, quoi. J'ai envie de leur dire, non mais les mecs, vous savez pas ce qu'on est en train de vivre, nous. Ce qui se passe là, à 1 heure de route, c'est la guerre, ça tombe comme des mouches. Euh, on a vécu, je veux pas dire un enfer, mais une sale guerre, hein. Euh, c'est comme si on nous a demandé de monter au front avec des fusils à bouchon. Des fusils à bouchon ou pas de fusil du tout. Alors, démerdez-vous, vous n'avez pas de fusil, et puis voilà, faites ce que vous pouvez. Même pas faites ce que vous pouvez, on n'avait aucune consigne claire de ce qu'il fallait faire. Enfin bon, bref, là, il y a des médecins, je pense, qui sont en burn-out, il y en a qui ont peut-être en stress post-traumatique. Bon, moi, ça va bien, merci, parce que j'ai suffisamment de soupapes de sécurité dans mon entourage qui me permettent d'affronter ça maintenant de manière très sereine. Mais je peux le comprendre, hein. Entre les médecins qui ont été malades, j'ai aussi des copains qui se sont retrouvés intubés dans des services de réanimation. Euh, L'Est et le Haut-Rhin ont payé un très 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 lourd tribut, pas seulement au point de vue médical, mais au point de vue des patients. On a perdu des patients. Bon, alors on aurait peut-être, j'en sais rien, vous savez, je suis pas devin. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour eux, peut-être. Je veux même pas le savoir parce que c'est déjà, on a un petit fond de culpabilité qui frélotte, euh, mais euh, mais ça a été quand même assez, je vous dis, une sale guerre. C'est pas beau. Donc vous avez eu envie d'écrire un livre. Oui, enfin, comme une catharsis, si vous voulez, fallait que ça sorte. Alors je voulais pas. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Bon, je suis romancier par ailleurs, donc j'écris des romans. Voilà, ça c'est une deuxième vie que j'ai, une autre vie que j'ai. Et j'ai été contacté par une maison d'édition parisienne, dont un des directeurs de collection suivait un peu mon actualité Facebook, et il m'a contacté en disant, écoutez, on aimerait bien que vous écriviez un pamphlet. Alors, enfin, je dis non, je n'ai pas le temps, puis je n'ai pas forcément très envie de faire ça. Puis au fur et à mesure, en réussissant à me convaincre, ben, je me suis lancé. J'ai écrit ça pendant le week-end de l'Ascension, où je raconte un peu, alors comme je dis, ma vision forcément partielle des choses, la manière ce que j'ai ressenti. J'explique comment je suis passé du camp des politiquement corrects au camp des méchants renégats, à quel moment, pourquoi, à cause, pardon, suite à quel type de consultation, enfin ce qui s'est passé dans ma tête pour que je bascule. Et puis surtout ma vision, c'est un peu ce que je viens de vous raconter, ma vision de la crise qui est terrible. Et le titre a été trouvé par mon éditeur, hein, ça s'appellera Je ne pouvais pas les laisser mourir. Mais ça n'engage qu'à moi. Vous savez qu'il y a des types qui me sont tombés dessus en disant que c'était dégueulasse parce que je culpabilisais ceux qui n'avaient rien fait et qui avaient laissé mourir leurs patients. On dit, écoutez les gars, si vous avez un problème de culpabilité, allez voir un psy, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est mon point de vue. Maintenant, si vous avez estimé que si vous n'avez rien fait, c'est votre problème. Je veux dire que c'est votre vision des choses. Maintenant, je vous le répète, hein, si jamais vous étiez retrouvé comme nous dans une situation difficile, peut-être que vous aurez aussi dégainé comme nous les médicaments, hein. Et ben, ce livre, il sort quand, docteur? Dans les jours qui, je pense, en courant de semaine prochaine, hein, d'ici 8-10 jours, il sera disponible, hein. Eh ben, C'est un petit, c'est peut-être pas, c'est un pamphlet, hein, c'est un petit bouquin qui est d'une soixantaine de pages. C'est un cri de colère quand même par rapport à cette situation. Je suis pas trop méchant avec l'ordre dedans. J'aurais pu être beaucoup plus dur en rappelant quand même que l'ordre a été fondé par Vichy pour traquer les médecins juifs. mmh, Je comprends, c'est quand même terrible cette institution. Je dirais la fête des mères, c'est pareil, hein, c'est Pétain qui l'a inventé, mais je préfère la fête des mères. mmh. Alors, Et puis bon, l'ordre a été épinglé, hein. on a l'impression qu'en France, avec l'ordre des médecins, le CNOM, l'ARS, la haute autorité de santé publique, il y a tellement d'institutions, il y a tellement de gens, là, je sais pas, ça doit représenter peut-être 2000, 3000 personnes qui ne voient plus de patients. C'est pas un peu trop tout ça? Bah, c'est vrai que vous avez parfaitement raison. On vient de découvrir le nom, le gâteau du ministère de la Santé, enfin, les strates. C'est quand même surréaliste, hein, entre la direction générale de ça, le haut comité de machin, enfin, tous ces gens-là qui donnent leur avis, forcément des avis très autorisés et très intelligents. On aurait voulu peut-être avoir peut-être un organe décisionnaire qui soit un peu plus compact,
pour nous donner des consignes vraiment. C'est l'armée mexicaine. Hein. Ils sont tous généraux là-dedans. Hein. Il y a plus de généraux que de soldats. Bon, on aimerait bien. Et puis on aurait peut-être aimé, vous savez, comme de certaines armées, et je pense à l'armée israélienne, hein, où les généraux ils sont en première ligne avec les soldats. Et les soldats de Tsahal, ils disent pas en avant, ils disent suivez-moi. Bon, on aurait peut-être aimé que certains hauts fonctionnaires ou hauts médecins, vous savez, ces médecins diplômés de l'ENA, diplômés, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, ils ont trouvé le temps de tout faire, viennent un petit peu. C'est exactement ce qu'a dit un flic ce matin, pour faire une comparaison. Dans tous ceux qui disent que les flics sont racistes, ben, qui viennent avec nous un jour, qui mettent un casque, un bouclier et qui prennent des parpaings sur la figure, sans broncher, peut-être qu'ils changeront un peu leur vision des choses. Et là, on aurait peut-être aimé qu'ils viennent un peu avec nous, tous ceux qui vont nous faire des gros yeux, euh, voilà un peu comment ça se passe. Mais je le répète, je pense que le conseil départemental, le nôtre tout au moins, est très honnête. Je veux vraiment le dire parce que je connais certains membres. Ce sont des médecins de terrain, ce sont des spécialistes, mais des spécialistes qui ont leur cabinet, qui opèrent toujours. Enfin bon, c'est pas des gras de papier ou des ronds de cuir. Hein. Je pense qu'ils ont parfaitement compris ce qu'on a fait parce que eux ont vécu aussi la vague du Covid. Peut-être que certains ont prescrit également, j'en sais rien, mais je les sens. Je me trompe hein, peut-être. Hein, ils vont peut-être la sanction va peut-être tomber durement, mais je les sens un peu gênés aux entours. Ça vient de Paris, du CNOB. C'est une décision probablement politique hein, par le président du CNOB. Maintenant, Mmh. on verra. Et le soir, quand vous rentriez après de votre cabinet, après 1 heure de route, et que vous tombiez sur ces fantastiques médecins de plateau de télé payés une fortune, mais qui n'ont jamais vu un patient et qui donnaient des conseils. Bah, ça énerve, hein, forcément. C'est bon. Heureusement, il y a Netflix et Disney+. Hein, et j'ai la chance d'avoir une famille. J'ai cohabité, enfin j'ai cohabité, j'ai confiné avec ma femme et ma fille. Mes fils ils sont plus grands, ils vivent leur vie. Ma fille prépare le concours de médecine, donc forcément, on fallait pas trop l'emmerder avec ça. Ma femme s'est transformée en femme de soldat. Ma femme est aussi médecin, donc elle a parfaitement compris ce qui se passait. Euh, mais bon, ça a été pas toujours facile de laisser. D'un autre côté, vous savez, on se changeait complètement. Quand j'arrivais, bon, de toute façon, j'étais habillé différemment. J'ai fait mes vêtements au cabinet. J'en passe à la douche. Enfin, tout était désinfecté. Et puis, on retrouvait une forme de nouvelle vie dès lors qu'on rentrait à la maison. Mais c'est sûr que non, mais sérieusement, les chaînes info ont fait les 3-8. Il y a eu des gens bien. Il y a des gens très bien. J'aime beaucoup Jérôme Marty, qui est devenu quelqu'un avec qui je suis régulièrement en contact. Jean-Paul Hamon aussi, a est quelqu'un de très bien. J'ai beaucoup d'amitié pour Gérald Kierzek, ce réanimateur de TF1 et de LCI, qui nous a comme défendu et qui a pas crié avec les loups. Les autres, quand on leur a posé la question, et que pensez-vous de ce qu'ont fait les médecins de Moselle, on s'est fait traiter de zozo, c'est pas sérieux, ça mérite le pénal. Voilà, on nous a bien épinglé. Alors, le champion du monde, quand même, ça a été notre ancien ministre de la Santé, qui a lancé cette pétition et qui faisait le beau avec une blouse blanche, parce que si on n'a pas de blouse blanche, on n'est pas un sachant. Hein. Enfin, c'était quand même grotesque tout ça. Ça a été grotesque. C'est sûr. Ah bon. En tout cas, Jean-Jacques, tenez-nous au courant, parce que maintenant, Merci à vous. vous allez être soutenu par beaucoup, beaucoup de mes abonnés, et on veut avoir des nouvelles, surtout après votre passage au Conseil de l'Ordre. Nous, on sera toujours là pour vous soutenir. Ah bah, je vous raconterai. Hein, et puis, on va acheter votre livre, hein, même si Moi, c'est un c'est gentil, petit merci beaucoup. et pour le lire, parce qu'il faut que les gens sachent, il faut que les gens Mm. ouvrent les yeux. Et maintenant, ils ont ouvert les yeux, parce que moi, ça fait longtemps hein, que je lutte contre Big Pharma et compagnie en leur disant c'est pas aussi gentillet que ça en a l'air. Et là, on l'a vu de pleine face, les gens l'ont vu en direct et les gens se réveillent grâce à cette pandémie. Les médecins en ont ras-le-bol. Beaucoup de médecins en ont vraiment ras-le-bol. J'ai encore été aujourd'hui avec une personne qui a démissionné de son poste de médecin, qui passe devant le Conseil de l'Ordre demain. Ils veulent savoir pourquoi, mais elle ne changera pas de ligne de conduite parce qu'elle n'a pas envie de cette médecine que vous décriviez un petit peu qui commence à arriver, hein, la médecine Mm. de Bill Gates et de Microsoft. Hein. Et donc, tenez-nous au courant. Vous Avec êtes plaisir. bienvenue sur ma chaîne quand vous voulez. Eh bien, écoutez, merci infiniment de votre invitation et j'étais ravi de vous raconter un peu ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, ça a été la mienne.
Mais en tout cas, moi, si je dois donner un avis, j'aurais préféré avoir vous comme médecin que n'importe lequel autre que j'ai vu passer sur les plateaux de télé. Ça, c'est un merveilleux compliment. Merci infiniment. Voilà. Portez-vous bien, docteur. À très Merci bientôt. vous aussi. À très bientôt. Au revoir.